Aujourd'hui, c'est Nicolas Vidal. Bonjour Nicolas Vidal. Bonjour Clémence, bonjour. Alors, je vous rappelle à tous, pour ceux qui ne se rappelleraient pas encore de vous, vous êtes fondateur et rédacteur en chef du média Putsch, qui est un média sur Internet, sur le site, un site d'actualité politique. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Alors, aujourd'hui, ça va se passer sur la chaîne américaine YouTube. Je suis désolé, Putsch a une chaîne YouTube. Et ce soir, on fait à 18 h en direct depuis Montréal, en duplex, une soirée de décryptage spécial élection canadienne avec Nick Payne et Frédéric Lapointe. Vous voyez, c'est des chroniqueurs très discordants sur l'échiquier politique du Québec. Donc ce soir, si vous voulez en savoir plus sur la victoire juste de Justin Trudeau, venez à 18 h sur, je sais plus comment on dit, Justin, sur Putsch Live, sur YouTube, bien entendu. Voilà pour l'actualité du soir. Rendez-vous, et pour vous retrouver, donc, on se connecte directement à votre chaîne YouTube qui se nomme Putsch Live sur YouTube, et sinon il y a le site, bien entendu, le cœur du système, c'est putsch.media, c'est le cœur du système, actualité en quotidien, très discordant et infos qui passent sous silence, mais c'est sur Putsch. Voilà, en tout cas, vous voyez que Nicolas Vidal est lui aussi sur les réseaux sociaux. On va en parler de ces réseaux sociaux tout de suite avec notre invité du jour, Robert Edeker. Et notre vue de haut aujourd'hui est avec Robert Edeker, qui est agrégé de philosophie, collaborant à plusieurs périodiques, notamment publié Le Déshumain, Nouvelle figure de l'homme. Et il fut pendant 15 ans, à l'appel de Claude Lanzmann, membre du comité de rédaction des Temps modernes. Et surtout aujourd'hui, auteur de ce livre Réseaux sociaux, la guerre des Léviathans aux éditions du Rocher. Bonjour Robert Edeker. Bonjour aux auditeurs aussi également. Alors, vous avez écrit La guerre des Léviathans. Vous faites évidemment référence au Léviathan de Thomas Hobbes, qui nommait ainsi l'État moderne au XVIIe siècle. Alors, je resitue. Ce monstre, cette machine, cet amour grand dont les hommes sont les éléments de base. Eh bien, pour vous, les réseaux sociaux, et vous allez vous expliquer, forment un nouveau monstre, résultat du pouvoir que nous leur donnons d'ailleurs, nous les hommes. Alors, la question que je souhaitais vous poser pour commencer, mais la guerre des Léviathans n'a-t-elle pas déjà eu lieu? Est-ce que nous ne sommes pas déjà rentrés dans un état post-moderne, lui-même déjà soumis aux GAFAM et aux autres réseaux? Il y a bien une vingtaine ou une trentaine d'années que cette histoire-là a commencé. Mais si l'on se souvient, il y a 30 ans, il y avait une sorte d'utopie libertaire, Internet, où l'on imaginait que c'était comme il y a eu la mondialisation heureuse, l'utopie très naïve de la mondialisation heureuse, il y a eu parallèlement celle de la numérisation heureuse, ou de l'Internet heureux. C'était la naissance d'Internet. Voilà, c'était la naissance, et l'on entrait enfin dans une sorte de... Oui, c'était le royaume, au sens biblique du royaume, c'était le paradis où finalement il n'y aurait plus de frontières, toutes les frontières tomberaient, où la violence disparaîtrait par le dialogue, enfin, non pas par le dialogue, c'est par une sorte de fusion. Il y a quelque chose de californien, tout est possible. Voilà, tout est possible. L'hédonisme. L'hédonisme, et les hommes fusionnent tous ensemble dans une sorte d'amour commun au sein du numérique. Ça, c'était le rêve de départ, complètement bête, je crois, d'une stupide naïveté. Et la réalité, petit à petit, s'est imposée à nous. La réalité, c'est qu'il s'agit de quand même quelque chose de beaucoup plus sérieux. Le sérieux de la vie, qu'est-ce que c'est? Le sérieux de la vie, ce sont les enjeux par rapport à la transcendance, et c'est la politique. Et la politique, qu'est-ce que c'est? La politique, c'est le lieu de l'ennemi et de la guerre. Pour le pouvoir, parce que c'est l'affaire du pouvoir. Et il n'y a pas de conquête de pouvoir possible, d'exercice possible du pouvoir dans la naïveté tranquille. Le pouvoir, c'est la lutte. Alors, c'est un livre, effectivement, que j'ai lu, qui est passionnant. On va quand même en profondeur sur l'analyse des réseaux sociaux. On voit un peu comme, selon vous, il façonne la politique, il façonne les relations humaines. Et on va très loin, parce que moi, vraiment, j'engage les auditeurs à le lire. Vous dites notamment, et ça m'a frappé, Robert Edeker, vous dites, l'univers numérique exige la fin de l'âme. La fin de l'âme, de l'intériorité, de la vie privée. C'est fort quand même comme ça. Ça va aussi loin que ça, selon vous, les réseaux sociaux? Alors, Georges Bernanos a écrit que le monde moderne, dans son ensemble, est une conspiration universelle contre l'intériorité. Bon. Alors, je crois que je ne parle pas de Bernanos dans le livre, mais c'est pour moi une base de toute façon. Et dans cette lutte
pour la disparition de l'intériorité, l'univers numérique, les réseaux sociaux ont une grande force, nous poussant à la fabrication de l'homme digital que l'on commence à appeler depuis une vingtaine d'années le transhumanisme. Alors au départ de cela, il y a quand même l'utopie des premiers cybernéticiens, dont Norbert Wiener, ou Wiener, comme vous voulez, en premier, juste après la Seconde Guerre mondiale, enfin, les premiers travaux, c'était avant la guerre, et les premiers cybernéticiens ont été très déçus par la Seconde Guerre mondiale, par ce que c'est que l'homme, ce que c'est que la politique, ce que c'est que l'État. Et finalement, ils ont eu l'idée qu'il fallait déléguer tout cela à des algorithmes et se débarrasser de ce que l'homme était, puisqu'il était capable de tant de mal. Donc, d'où l'idée finalement de la digitalisation progressive de l'homme. Alors, c'est pas un robot. Hein, l'homme digital, c'est pas un robot, c'est autre chose. Il ne faut pas confondre ce qui arrive avec l'homme-machine. C'est pas ça du tout. Vous dites, d'ailleurs, vous le nommez l'homo numericus, l'homme transparent, dont les pensées et les désirs eux-mêmes seront translucides. Voilà, c'est la transparence. Sans profondeur. Oui, vous êtes chez vous. Vous pensez à un morceau de musique, je ne sais pas, en arrivant, il y avait Sacha Distel, je crois. Non, pas Sacha Distel, Jodassin. Oui. J'adore Jodassin. Donc, vous avez dans la tête, je ne sais pas, une chanson, n'importe quelle chanson de Jodassin. Et voilà, Alexa est là. Elle vous suit comme un fantôme partout. Alexa, Google. Elle est invisible, mais elle est là dans votre maison. C'est plus chez vous si elle est là. Et hop, la barre-sonne s'enclenche. Et voilà, Jodassin chante. Donc, vous n'existez plus. Et puis surtout, il y a aussi ce besoin d'exister à travers les réseaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que les gens ne peuvent plus passer une bonne soirée s'ils n'ont pas la reconnaissance des autres sur les réseaux. Il faut qu'ils se prennent en photo, qu'ils disent « je passe une bonne soirée, regardez », qu'ils aient des likes, des j'aime ou tout ce qu'on... Voilà, pour qu'ils ressentent le fait qu'ils aient passé une bonne soirée. Ils ne peuvent plus vivre par eux-mêmes, ils ont besoin de la reconnaissance des réseaux. Oui, c'est tout à fait vrai. Pourquoi ? Parce que la profondeur, l'intériorité a disparu et on n'existe plus que par le petit bip. Le j'aime, la reconnaissance. Voilà, sur cette sorte de toile, comme ça, ou de grand écran qui est Twitter, Internet, Instagram ou tout ce que vous voulez. Mais moi-même, je suis le premier à le faire. D'ailleurs, je mets des photos sur Instagram. Voilà, ce matin, j'ai mis un tweet. Non, pas un tweet sur Facebook. J'étais très content hier de rencontrer mon ami Philippe David. Mais je l'ai mis parce que je sais que Philippe David lit ce que je mets sur Facebook. David, oui, on le connaît. D'ailleurs, petit salut à Philippe David. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez, je me pose en moraliste, mais vous sentez votre propre faiblesse. Voilà, comme les moralistes du français, La Rochefoucauld, c'est-à-dire, ils parlaient d'un monde auquel ils appartenaient. Voilà. Et alors, c'est ce que je fais. Sinon, se poser un moraliste en étant comme ça à l'extérieur, je crois que c'est parfaitement hypocrite. Alors, il y a effectivement les réseaux sociaux, l'utilisation passive, parfois active des utilisateurs que nous sommes, heureusement ou malheureusement. Et surtout, il y a quelque chose qui est super intéressant, ou très intéressant, pardon pour le super, c'est surtout la dépossession par les États de leur souveraineté juridique. Il n'y a pas que le juridique, il y a aussi la liberté d'expression. Il y a aussi qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on ne peut pas dire. Finalement, on a une espèce d'autorité supranationale privée qui dit et qui fait, et vous en parlez dans ce livre-là, elle est excellente cette analyse-là, notamment sur la possibilité, la personnalité politique, et vous citez notamment le cas de Donald Trump, qui a été exclu de l'oiseau bleu, pour ne pas dire ce qui vous savez. Alors que les talibans ont toujours leur compte Twitter qui n'a pas été fermé. Et alors qu'il était encore président. Le président de la plus grande puissance mondiale. Oui, la plus grande puissance qu'il y ait eu depuis la Rome antique. Le chef de cet État-là, et c'est quand même quelque chose on ne peut pas rester insensible, et ça ne peut pas rester dans l'impensé que une forme de morale, on dit de moraline plutôt,
jus de cadavre de la morale, qu'une forme de que des règles morales soient imposées au pouvoir. Au pouvoir, probablement, qui était à l'époque le plus puissant qui ait eu depuis la Rome antique. Je vous propose, Robert Edeker, qu'on écoute justement, on l'avait hier, Jason Miller, le porte-parole, l'ancien porte-parole de Donald Trump, qui a réagi à ce sujet, au sujet des réseaux sociaux et de leur pouvoir énorme. Il me semble que personne n'a élu ou nommé Jack Dorsey ni Mark Zuckerberg à leur poste. Qui sont-ils pour décider de ce que les gens ont le droit de dire ou non? Si vous êtes américain et que vous êtes frustré que des milliardaires californiens décident pour vous, alors imaginez ce que c'est pour les citoyens en France, au Japon, au Brésil. Cela paraît injuste. Et je voilà. suis entièrement d'accord. Eh oui. Je ne défends pas. Trump a dit des choses tout à fait, parfois tout à fait contestables. Mais il a été élu. Il a été élu, et puis j'estime qu'il a le droit de les dire, et que ce n'est pas à une entreprise privée de milliardaires de dire ce que l'on a le droit de dire ou pas. Voilà. Alors, qui a le droit de fixer ces règles? Bon, bien sûr, la souveraineté des États, pour tous. Évidemment, les églises, les philosophies, etc. Mais alors là, ça ne peut pas s'imposer à tous. C'est chacun, dans la mesure où vous êtes catholique, juif, musulman, vous avez la ligne de ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire, dire ou pas dire, et vous l'appliquez. Mais dans le domaine public, ça ne peut pas être une entreprise privée qui fixe la règle du licite et de l'illicite en matière de parole. C'est parce que c'est un fait politique, la parole publique, quand même. Qui peut être pris par la justice aussi en dernier recours. C'est la justice aussi qui peut dire ou ne pas dire, bien entendu. J'ai une question aussi, elle est très intéressante, cette réflexion que vous avez, Robert Edeker, dans ce livre, Réseaux sociaux, la guerre des Léviathans, aussi parce que vous dites que même les États totalitaires, ils ont peur des réseaux sociaux parce qu'en fait, ils seraient dépossédés de leur capacité à interdire une parole ou la mettre à l'avant. C'est intéressant parce que même, on se rend compte, notamment la Chine, aujourd'hui, verrouille, et d'autres pays verrouillent énormément les réseaux sociaux pour éviter... l'Iran, voilà. Et ça, c'est intéressant. Donc finalement, même les totalitaires, ils ont peur de ça. Oui, parce que je crois que c'est une lutte. Bon, je suis assez machiavélien. La lecture de Machiavel sur la réalité de ce que c'est que la politique a été pour moi et est toujours importante. C'est pour cette raison que je vois les choses toujours de façon machiavélienne, c'est-à-dire la réalité du pouvoir. Bon. J'ai oublié votre question, veuillez m'excuser. Donc sur les États totalitaires qui se sont dépossédés par les réseaux sociaux. Bon, c'est ça. Parce que quand on regarde la chose, on voit bien qu'il y a, quand on le regarde avec un œil machiavélien, on voit bien qu'il y a une lutte pour la souveraineté entre les souverainetés traditionnelles instituées, c'est-à-dire ce que j'appelle le Léviathan, que l'on connaît plus tard, et un nouveau type de souveraineté, californienne peut-être, on peut dire c'est le style californien, qui cherche à la fois à obtenir le pouvoir, mais non pas en entrant dans les États, mais de l'extérieur. C'est-à-dire que les États, peu à peu, vont être déclassés et que le pouvoir, ça sera les GAFA. À la fois pouvoir moral, pouvoir politique. Derrière, il y a bien sûr le pouvoir commercial, le commerce, parce que c'est une affaire de Wall Street, de la bourse, de milliards de dollars. Et vous parliez de Nicolas Vidal des États totalitaires, mais en Occident, c'est l'inverse. En Occident, on a donné les clés du camion aux GAFA, en fait. Avec la loi Avia, etc., on leur a donné de plus en plus de missions. C'était à eux d'auto-censurer certains propos. Quand on parle de la crise sanitaire, on sait que c'est censuré parce que c'est une volonté des États. Donc on leur a totalement donné les clés du camion et on leur a donné finalement cette souveraineté dont vous parlez. Oui, je trouve scandaleux que l'on délègue aux opérateurs ou aux GAFA le droit de sanctionner ou parfois d'exclure totalement ou de vous suspendre, vous savez, comme fait un arbitre au football, allez, vous allez au rugby, vous allez sur la touche 10 minutes, et ça que l'on donne aux modérateurs ce droit-là,
c'est à la justice de décider si des propos, à la justice, c'est-à-dire qui est populaire, qui appartient au peuple, du moins en France, de décider si des propos sont répréhensibles, punissables ou pas. Voilà. Il y a là un abandon de souveraineté de la part des États. En Occident, en tout cas. Du moins en Occident, oui. Alors, j'ai une question maintenant. Nous allons parler de nous, petits Français, petites Françaises. Il y a un parallèle absolument bien, que je trouve pas mal, du tout, très brillant, pertinent, que je partage, je le dis, tout de go, entre les réseaux sociaux et la télé-réalité, Robert Heidegger. Et finalement, vous dites, peut-être, je pense, hein, vous allez me le dire, il transforme les individus en valets de chambre. Alors j'ai adoré cette formule, et vous expliquez aussi le valet de chambre, le héros, la figure du héros, qui finalement, le héros est parfois le valet de chambre d'un autre. Voilà. Et c'est ça aujourd'hui pour vous, valet de chambre, c'est quoi? C'est une régression de civilisation? Bon, alors, valet de chambre, il ne s'agit pas de mépris pour une certaine population, ou pour une certaine profession, mais valet de chambre, c'est une image pour dire l'état le plus bas de notre âme, à chacun d'entre nous. Bon, c'est-à-dire le moment où, devenant voyeur, mais pas n'importe quel type de voyeur, c'est-à-dire voyeur qui abaisse ce qui est grand. Hein, c'est cela. Parce que l'idée du valet de chambre, elle vient de Hegel, et le grand philosophe allemand du XIXe siècle, qui dit, mais pour son valet de chambre, il n'y a pas de héros. Bon, le héros, c'est un grand homme, il pense à Napoléon, j'ai une admiration infinie pour Napoléon, donc le héros, c'est un grand homme, et puis c'est aussi un homme qui a ses petits côtés, c'est-à-dire qui ronfle peut-être en dormant, le valet de chambre le sait, qui pue des pieds. Ouais, vous avez des images très pertinentes dans votre livre, Robert Heidegger. On se régale en le lisant. Le valet de chambre le sait, etc. Et pour le valet de chambre, ce qui est important, c'est cela. Donc c'est la trivialisation, la destruction de la grandeur, ce qu'on appelle le nihilisme. Et la télé-réalité a commencé avec cela il y a une trentaine d'années, c'est-à-dire intéresser les gens par ce qu'on a toujours estimé être le moins intéressant, les petits côtés. Donc la télé-réalité, Love Story, c'était quoi? Ben, c'était montrer quand les gens allaient aux toilettes, quand ils se déshabillaient, avec des choses très moches, c'est ça la télé-réalité. Bon, et le côté trivial, pas propre de l'existence humaine. Et les réseaux sociaux accentuent cela. Et chacun se montre, c'est ça qui est le plus étonnant, chacun se montre dans cette trivialité. Mais pour vous, je finis là-dessus, pour vous c'est une régression? Oui, c'est une régression de civilisation aujourd'hui. C'est décivilisateur au possible, une chose pareille. La civilisation, c'est le surmontement. Le surmontement de ce que nous avons de bas, qui continuera d'exister en permanence. Mais on dépasse, on se dépasse et l'on construit quelque chose. Robert Heidegger, je voudrais soulever quand même un paradoxe dans ce que vous décrivez sur les réseaux sociaux. Vous citiez Trump. Trump a gagné grâce à la stratégie des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux permettaient de se présenter comme... Il était le rebut des médias traditionnels. C'était l'endroit où il pouvait s'exprimer. Et finalement, ce sont ces mêmes réseaux sociaux qui ont fini par le censurer une fois président. Comment expliquer ce paradoxe? Ils se sont retournés contre lui. Alors, bon, il y a eu des raisons, il a essayé de les démanteler, ainsi de suite, vous vous souvenez, mais je crois que c'est également parce que ils ont estimé que il était beaucoup trop éloigné de leur moraline, c'est-à-dire de leur idéologie. Oui, mais les gilets jaunes, tous les rebuts, on va dire, des médias traditionnels se retrouvent sur les réseaux sociaux. Oui, alors c'est difficile de comparer Trump, qui a quand même été pendant des décennies au centre du système, hein, au centre du système de l'argent, de la télévision aux États-Unis, etc., qui est un homme, contrairement à la réputation que lui font les médias français, qui est un homme très fin et très intelligent, enfin très intelligent au sens des... il connaît, voilà. Avec les Gilets jaunes,
bon, il y a en France, depuis le tiers d'État, enfin depuis la réunion des États généraux par Louis XVI, il y a en France une expression populaire qui se cherche. Et, bon, et qui ne se trouve jamais, alors qui arrive comme ça par poussée éruptive. Pourquoi je crois que c'est lié à notre histoire élitiste, déjà sous l'Ancien Régime. C'est-à-dire, il y a une petite caste, un petit clergé, qui est peut-être 10 à 15% de la population, qui croit tout savoir, qui n'écoute pas les conversations dans le peuple. Déjà sous l'Ancien Régime, les grands n'allaient pas dans les tavernes écouter ce qui se disait, n'allaient pas sur les marchés écouter ce qui se disait. Alors il nous reste 1 minute, Nicolas Vidal. Voilà. Oui, mais je voulais revenir là-dessus, oui. Robert Delcarré. Clémence a raison. Finalement, les réseaux sociaux ont été aussi l'émergence des Gilets jaunes. Donc, vous voyez, ça a été un ferment quand même, les réseaux. Sans les réseaux sociaux et Facebook, les Gilets jaunes n'auraient peut-être pas existé à cette ampleur. Probablement pas. Bon, il y a eu une partie de la population, ce tiers-état dont on parlait, qui cherche à s'exprimer depuis des siècles, a trouvé dans Facebook une façon parallèle, pas de se faire entendre, mais de s'entendre les uns les autres. Beaucoup de personnes de ce monde-là sont heureuses d'entendre autre chose que la voix officielle des 10 ou 15% dont nous parlions tout à l'heure, 10 ou 15% qui existent depuis des siècles et qui parlent au nom de tous depuis des siècles, depuis Saint-Louis probablement. Pour finir, je vais juste lire une de vos dernières phrases à votre conclusion. Cette résistance porte un nom, l'âme. C'était le début de notre entretien. Eh bien, moi, je pense que c'est important de finir avec l'importance de la résistance de l'âme. Je pense que c'est ce que vous avez voulu faire dans votre livre, Robert Redeker, Réseaux sociaux, la guerre des Léviathans, aux éditions du Rocher. Merci. Et le prochain livre s'appellera L'abolition de l'âme. C'est vrai ? Oui. Ah bah voilà. Alors là, c'est j'espère qu'on n'y arrivera pas, en tout cas. Gardons un peu l'espoir. Merci beaucoup, Robert Redeker. Et Merci. ici, c'est Focus Matin.